Merci et bienvenue sur cette vidéo concernant l'au-delà des chamans. Voilà, j'ai voulu faire cette émission parce que en fait, j'ai l'intention ici d'y développer un petit peu plus certaines idées qui ont été consignées dans mon prochain ouvrage Se souvenir de l'au-delà, coécrit avec mon ami Jocelyn Morisson, et de voir aussi comment on pouvait avoir un peu une approche différente par rapport à ce qu'on connaît de l'au-delà aujourd'hui. On a une vision très occidentalisée de l'au-delà, avec bien sûr notre histoire, on va dire, de nos croyances, l'histoire de nos religions, mais aussi tout ce que nous dit le matérialisme scientifique, et également aussi, malgré tout, ce que nous dit aussi les sciences post-matérialistes, c'est-à-dire l'étude des phénomènes de NDE, l'étude de la médiumnité, l'étude de tout un ensemble de phénomènes qui sont quand même circonscrits, on va dire, dans la pensée occidentale. À travers cette émission, je voudrais qu'on aborde ce sujet par des focales différentes, c'est-à-dire par des angles de vue, qui sont souvent des angles morts, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, qui sont souvent des angles morts par rapport à la science, justement, qui s'intéresse au phénomène de l'au-delà, et qui est majoritairement un biais qui va être celui de l'anthropologie, celui de l'étude ethnologique de certaines populations, de leur rapport à la mort, de leur rapport à l'au-delà surtout, et de voir effectivement comment s'articulent chez ces peuples ces conceptions de l'au-delà, mais aussi l'expérientiel qu'ils ont réussi à mettre en place depuis plusieurs millénaires pour quelque part faire tomber ce voile, cette séparation qu'il y aura entre l'ici-bas et l'au-delà. Pour les chamans, des peuples natifs qu'on retrouve sur tous les continents, que ce soit chez les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique du Sud, que j'ai pu bien sûr avec le plus travailler, mes amis les Shipibo-Konibo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Océanie, comme nous le verrons majoritairement dans cette émission. Tous ces peuples ont un lien très particulier et encore très fort avec l'au-delà. Pour eux, il n'est pas question de se dire que la mort est une fin et que c'est terminé, on finit dans un trou, il n'y a plus rien, c'est le néant. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas pour eux, hein, ça c'est clair. Et donc, pourquoi pour eux ça n'existe pas? Est-ce que c'est juste un système de croyance ou est-ce que c'est parce que c'est dû à de l'expérientiel? Eh bien, c'est dû majoritairement à l'expérientiel. Ils ont développé des outils, des techniques qui permettent effectivement d'avoir encore cette relation avec les défunts dans le monde dans lequel ils sont censés se trouver. Alors, pour la plupart de ces peuples, il n'y a pas vraiment de séparation entre l'ici-bas et l'au-delà. C'est-à-dire que pour eux, ces deux univers sont interpénétrés, c'est-à-dire intriqués quelque part, et ne forment un seul univers. Le problème, c'est que cette invisibilité du monde de l'au-delà, il est dû à une défaillance de nos sens. C'est-à-dire que les Indiens, les aborigènes, les Africains vous disent, en fait, le problème, c'est que nos sens sont limitatifs. Nous avons été élevés à percevoir d'une certaine façon notre environnement, et nous sommes câblés aussi pour percevoir notre environnement d'une certaine façon. Nos yeux ne voient pas dans certaines longueurs d'onde de la lumière, notre ouïe est extrêmement limitée malgré tout, notre odorat est extrêmement limité aussi. Pensez à certaines espèces qui ont des capacités de vue absolument extraordinaires, des capacités de vision dans le spectre de la lumière qui ne sont pas celles de l'être humain, bien sûr, comme les insectes. Vous avez aussi des animaux qui sont capables de sentir tout un univers d'odeurs qui sont très significatives. Et d'ailleurs, il y a des manifestations de défunts qui passent souvent aussi par l'odeur dans ces ethnies, c'est-à-dire en mobilisant, on va dire, des biais de nos perceptions, c'est-à-dire des angles morts de nos sens. C'est très intéressant et ça fait penser d'ailleurs un peu, on me l'a dit l'autre jour, je ne connaissais pas le dernier ouvrage d'Alain Damasio, Les Furtifs. C'est vrai, il a eu une très bonne intuition en parlant de ces entités, mais c'est comme ça, sous ces angles-là, en fait, que les peuples premiers voient leur relation aux défunts. Alors moi, cette première grande rencontre avec le monde de l'au-delà des chamans, elle s'est produite en Amazonie, bien sûr. Moi, je suis allé sur le terrain, je suis ethnobotaniste, et donc je suis allé travailler auprès des Indiens pour étudier leur pharmacopée, essayer de comprendre un petit peu la phytothérapie locale, et essayer
d'apprendre, tout simplement, de façon désintéressée, puisque moi je ne suis pas un ethnobotaniste qui travaillait pour des boîtes ou des choses comme ça, pour faire ce qu'on appelle de la biopiraterie. Il y en a déjà eu suffisamment comme ça. Donc moi j'allais vraiment dans un esprit de curiosité. En plus j'étais indépendant, donc avec mon champ de recherche particulier, celui de la conscience végétale. Donc j'ai fait des expériences, j'ai pris l'ayahuasca avec les chamans, et puis j'ai fait vraiment 2 sessions très fortes qui m'ont marqué, où j'ai été en contact avec des défunts. Alors les chamans, ils vous disent quoi? Ils vous disent l'ayahuasca, déjà en langue quechua, ça veut dire la liane des morts. Il y a des chamans qui disent que cette liane, ce breuvage, quelque part, quand on l'ingère, permet de dissoudre le voile perceptif qui nous sépare de l'au-delà. Et permet de voir l'au-delà, d'aller dans l'au-delà sans passer par la mort du corps physique. Voilà en gros ce que les chamans disent aujourd'hui par rapport à l'ayahuasca. Moi, je ne m'étais pas du tout intéressé à cette partie-là. Moi, je pensais plus être en contact avec des esprits des plantes, apprendre sur la pharmacopée, apprendre sur la vie, sur le vivant. C'était vraiment les objectifs et les questionnements que j'avais intentionnés avant de prendre à chaque cérémonie le breuvage. La première expérience très forte s'est produite chez un chaman qui s'appelle, Milke Sinuiri. C'était en 2006, cette expérience. Et donc je me retrouve chez lui un soir dans un Maloka avec quelques personnes à faire une cérémonie. Donc je prends l'ayahuasca et puis je commence à intentionner des questionnements précis par rapport à certaines thématiques que je voulais développer et avoir des réponses. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On intentionne et l'esprit de la plante vous enseigne, vous donne des informations concrètes qu'on peut ensuite recouper dans la réalité sur son champ de travail, son champ d'investigation, de recherche. Donc j'ai pris la plante, l'ivresse est montée en, on va dire, une petite demi-heure. Une ivresse assez forte quand même, qui est montée progressivement. Et puis à un moment, là, en pleine Amazonie, à plus de 15 000 km de la France, dans la jungle, je me mets à avoir une pensée. Je dis bien d'abord une pensée pour une de mes grand-mères décédées, du côté paternel, ma grand-mère du côté paternel, qui est décédée à la suite d'une longue maladie d'Alzheimer. Je pense à elle, simplement comme ça, et je me dis, waouh, pourquoi j'ai cette pensée là dans la jungle, alors que je questionne l'esprit des plantes pour avoir des réponses à mes recherches. Et je m'aperçois que cette pensée, elle devient une présence. Ça se densifie dans ma conscience. Il y a vraiment l'idée que de la pensée, du souvenir, on passe à la présence du défunt. Et ça, le processus est extrêmement important et intéressant à comprendre, parce qu'il permet de voir comment à un moment nous avons cet au-delà à l'intérieur de nous, à l'intérieur même des interstices de nos pensées, des interstices de notre conscience, et qu'à un moment ça peut se manifester lorsque la conscience est suffisamment défocalisée de ces centres d'intérêt, on va dire diurnes, et de nos préoccupations. Donc à un moment, cette grand-mère, elle se densifie, je la sens présente, non seulement dans ma conscience, mais je la sens aussi présente à côté de moi, dans la hutte de cérémonie. Donc je décide de lui poser une question mentalement, de lui dire, mais mamie, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, elle commence à me parler mentalement. Et elle m'explique, par des images aussi, par des visions, le calvaire en fait de souffrance qu'elle avait vécu d'isolement en raison de sa maladie d'Alzheimer. Elle me dit en fait que cette maladie d'Alzheimer ne l'avait absolument pas enlevé sa conscience, qu'elle l'avait juste déplacée dans une sorte de domaine intermédiaire. Et qu'elle s'y était sentie extrêmement seule, et surtout que ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas venus la voir. Seul son mari allait la voir, c'est-à-dire mon grand-père. Et il y a eu un sentiment d'abandon. Il n'y avait pas de la culpabilité vis-à-vis de la famille, c'est pas ce qui était dit, mais juste une reconnaissance. Et quelque part, le besoin à nouveau d'être repensé, d'être à la fois accueilli, réaccueilli en conscience, pour pouvoir certainement avoir une certaine forme d'autonomie nouvelle dans le monde de l'au-delà. Donc moi j'ai accepté, j'ai dit je vais rentrer en France, je vais en parler à la famille, on fera un petit rituel régulier, on allumera une bougie. Et puis c'est passé une vision absolument incroyable où j'ai senti corporellement que mon thorax s'ouvrait. C'est-à-dire que vraiment ma cage thoracique était comme en train de s'ouvrir, je sentais ça physiquement dans mon corps. Et puis j'ai vu en vision, en regardant, en ouvrant les yeux, je voyais sortir de mon corps mon cœur. Mais mon cœur qui prenait la forme d'une sorte de fleur de lotus qui s'ouvrait comme ça.
et je percevais l'esprit de ma grand-mère comme une petite sphère diaphane, de couleur un petit peu mauve, d'à peu près 4 ou 5 centimètres, comme une balle de tennis ou une balle de golf peut-être. Et, et cette lumière, elle est rentrée à un moment dans ce pétale qui était mon cœur, et mon cœur s'est refermé et est venu ensuite se repositionner à l'intérieur de la poitrine. À partir de ce moment-là, j'ai eu une émotion extrêmement forte, je me suis mis à pleurer, j'ai dû pleurer pendant, je sais pas, peut-être 30, 20, 40 minutes, j'avais des larmes comme les saints qu'on voit en Amérique du Sud qui ont ces larmes christiques. J'ai été dans une sorte d'état de béatitude absolument incroyable. Et j'avais complètement disparu de ce qui se passait dans la Maloka à ce moment-là. Moi, j'étais plus du tout avec eux. J'étais vraiment dans cette expérience très forte. C'était très très fort. La seconde expérience que j'ai eue concernant ce que je pense être une rencontre vraiment avec un défunt, puisqu'il y a tout un ensemble d'événements ensuite qui ont pu corroborer justement cette apparition au-delà du voile d'essence via l'utilisation d'une plante de vision comme l'ayahuasca, s'est produite, elle, en 2007. J'étais chez Ernesto, et donc nous avons pris ce soir-là l'ayahuasca, et nous étions très peu, nous étions 3 dans la Maloka. Donc je prends le breuvage, l'ivresse monte là également en quelques dizaines de minutes, et puis je sens une présence extérieure à moi. J'avais les yeux fermés, je commence à avoir des visions, j'ouvre les yeux parce que je sens une présence à côté de moi. Et en regardant sur le côté, je vois un soldat allemand de la Deuxième Guerre mondiale en uniforme, assis, en tailleur, à côté de moi. De façon un peu translucide, mais je voyais la couleur un peu grisâtre de son uniforme. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai un peu eu peur quand même. Donc j'ai refermé les yeux pour essayer de me recentrer, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Quand j'ai rouvert les yeux la deuxième fois, il était pile poil en face de moi. Et j'ai refermé les yeux, j'ai rouvert, il était encore présent. Il a commencé encore à se mettre en place cette même forme de communication mentale, en me montrant des choses, en me montrant également des visions, notamment comme une espèce d'arborescence avec des lignes colorées. Et il me dit, si tu es vivant, c'est parce que je suis mort. Ok. Je dis, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas. Il me dit, si tu es vivant, c'est parce que je suis mort. Et là, il projette dans mon esprit une vision de mon grand-père, du côté maternel, qui était enfermé et prisonnier dans le camp de détention du château fort de Sedan en 1941. Et donc, il me montre ce grand-père en train de divaguer, de courir dans des endroits sombres, comme des égouts, des souterrains, et ressortir à un moment à côté d'une passerelle qui s'appelait la passerelle Saint-Vincent, qui a été détruite après la guerre, qu'ils ont reconstruit après d'une autre façon. La passerelle Saint-Vincent qui lui permettait, et qui était le seul endroit, l'endroit le moins gardé, et surtout lié au souterrain duquel il était sorti, pour pouvoir arriver à quelque part retrouver ma grand-mère, échanger quelques mots, et prendre quelques babioles, et essayer de passer et de partir vers la France libre. Donc, je vois mon grand-père avancer sur cette passerelle, et se jeter sur un soldat allemand qui tenait un berger allemand également en laisse. L'histoire est un peu sordide, c'est une histoire de guerre. Hein, la guerre est toujours triste et violente. Pour sauver sa peau, mon grand-père étrangle ce soldat et assomme d'abord le chien, étrangle le soldat et les jette tous les deux par-dessus bord et les jette à la Meuse où ils se sont noyés. Voilà ce que je vois en vision. Et il m'explique que ma mère étant née après la guerre, il me montre une sorte de carte mentale, comme une map mind avec des réseaux, que au niveau de la généalogie, si je suis vivant, moi et ma lignée, c'est parce que mon grand-père a survécu à cette altercation, on va dire. Je suis à ce moment-là très confus. Je suis vraiment dans un état de culpabilité en fait là. Là je culpabilise parce que je me dis j'ai rien à voir avec tout ça quelque part, mais cette histoire est tellement triste. Donc je lui promets lui aussi que je vais en parler en rentrant, que nous allons faire un rituel, nous allons être reconnaissants de son sacrifice et que nous allons honorer sa mémoire régulièrement. Après ceci, la vision s'estompe.
Il y a comme un effet de gradateur, comme vous montez une lumière et puis que vous enlevez la lumière. Donc j'avais les yeux ouverts, j'ai vraiment vu ce personnage retourner au néant de la pièce. Comme si... Vraiment un phénomène de dédensification, hein. C'est vraiment ce que je pouvais observer. Et donc cette histoire me préoccupe. Et quand je rentre quelques mois après en France, j'en parle à ma mère. Je lui dis, écoute maman, voilà, j'ai eu cette expérience. Et là ma mère me regarde avec des yeux comme ça. Je lui dis, je sais pas si elle est vraie, je sais pas ce que c'est que ce truc. Et là, ma mère me raconte l'histoire. Elle me dit, écoute, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas très glorieux dans la famille de cette histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que ton grand-père, en 1941, était effectivement prisonnier au camp c'était presque un camp de déportation, hein. Il y avait la potence, il y avait tout au camp nazi du château fort de Sedan. Mon grand-père, pendant la guerre, avait été temporairement égoutier et connaissait très très bien le réseau souterrain du château fort, qui était le château fort de Sedan, l'un des plus étendus d'Europe, était l'un des plus étendus d'Europe à la Renaissance, et donc avec un très très gros réseau de souterrains et aussi d'égouts, puisqu'on était l'une des premières villes de la Renaissance à avoir un tout à l'égout sous Françoise de Bourbon. Donc à un moment, mon grand-père connaissait ça, et donc il a échapper à la vigilance d'un de ces matons pour passer dans un souterrain, se glisser dans un souterrain et, à travers tout le labyrinthe qu'il connaissait, ressortir à cette passée de Saint-Vincent. Et ma mère m'a dit effectivement, il a tué cet homme et son chien. Donc l'histoire était vraie. Je ne le savais pas. Voilà. Donc c'est une information que j'ai pu corroborer à partir de l'univers visionnaire, ensuite dans la réalité, avec une histoire qui s'était réellement passée plus de 70 ans avant. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser effectivement au lien entre l'au-delà et les chamans. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant qu'il faut investiguer, parce que ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la croyance, c'est du domaine de l'expérientiel. Ces plantes de vision, les chamans vous disent, elles permettent vraiment quelque part de défocaliser la conscience et de permettre de voir cet univers unitaire, global, qui est là en permanence autour de nous, mais qu'on ne peut pas percevoir à cause de la restriction de nos sens qui nous ont été formatés par notre éducation, parce qu'on a été habitué à voir, par nos peurs aussi, notre capacité à percevoir. Je vais en parler après de cela, avec les expériences que j'ai eues avec les artefacts d'Océanie, que d'ailleurs je vais vous montrer dans cette émission. Et donc à un moment... C'est très important de comprendre ce lien. Les rêves sont aussi une passerelle chez tous ces peuples racines. Pour ces peuples, rêver d'un défunt, c'est pas rêver d'un défunt, c'est rencontrer un défunt. Échanger avec lui, prendre une information symbolique qui aura du sens par rapport à sa vie, par rapport à son histoire, par rapport à une demande. Il y a comme une espèce de besoin de communication entre l'au-delà et les vivants. Alors nous, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Culturellement, le christianisme, notamment le catholicisme, nous a toujours dit qu'il faut laisser les morts où ils sont. Les grandes religions du livre, hein, en général, disent non, il ne faut pas contacter les morts, c'est pas bon. C'est vrai, on retrouve ça quelque part dans la plupart des ethnies que j'ai pu avoir la chance de rencontrer, mais ce n'est pas pareil. On continue à entretenir une relation, même s'il faut garder une distanciation, qu'il faut leur laisser vivre leur vie. Hein, ça c'est clair, c'est ce qu'ils disent tous à peu près, mais il y a quand même cet échange qu'il faut maintenir et qu'il faut conserver. Ça c'est vraiment ce que l'on retrouve à peu près partout. C'est un peu une constante qu'on retrouve, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique, en Asie septentrionale, en Asie du Sud-Est, enfin on retrouve ça un petit peu partout, et même dans des cultes en Chine, on retrouve cette relation aux ancêtres très importante, et cette relation, j'insiste vraiment sur le mot relation. L'une des idées majeures que nous allons aborder dans cette émission, c'est celle de l'idée d'un glissement. Un glissement, un déplacement entre l'ici-bas et l'au-delà au moment de la mort. Et inversement, pour pouvoir se redensifier de la part d'un défunt, soit dans sa communication ou même dans son présentiel. Lorsque j'avais à peu près 17-18 ans, j'ai eu la chance de visiter avec mes parents qui sont des artistes et qui m'ont toujours éduqué à l'amour de l'art et à m'intéresser à la différence, aux autres cultures,
m'ont emmené visiter le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, qui à l'époque était place de la Nation, pour aller visiter une exposition des collections et également une exposition sur le Vanuatu. L'île des Vanuatu, anciennement les Nouvelles Hébrides, qui se trouve au sud-est de la Nouvelle-Guinée, en Mélanésie. Et là, je découvre, au détour de l'exposition, dans un espace assez sombre, ce qu'on appelle des mannequins funéraires Rambaramb. Alors moi, j'étais très mal avec la mort, avec le cadavre, avec toutes ces idées-là. Je voulais pas aller voir les morts dans ma famille. J'étais traumatisé par la mort de mon grand-père quand j'étais petit, à 10 ans. Et je me rappelle la présence du cercueil dans la maison, tout ça, moi ça m'avait vraiment choqué. Il est mort d'un cancer bon, le corps était bien sûr pas très beau à voir, et on ne voulait pas bien sûr pas le montrer aux enfants, mais tout ça m'a traumatisé. Dans ma tête, je pense que dans le fond, je me suis imaginé le corps mort comme quelque chose d'absolument horrible, de monstrueux. Et donc ça m'a vraiment buggé personnellement. Mon rapport à l'au-delà et à la mort. Et pendant des années, j'étais très matérialiste et je voulais pas du tout entendre parler de tout ça. J'étais dans un déni total. Sauf que quand j'ai vu cette exposition sur le Vanuatu, j'ai vu ce qu'on appelle les Rambarams. Ce sont des mannequins funéraires, c'est-à-dire que ces peuples récupèrent le crâne du défunt, ils font une sculpture, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de rendre l'apparence du défunt, ils vont essayer de le représentifier dans la réalité sous forme d'un artefact. Hein, ce n'est pas une œuvre d'art, on pourrait considérer ça nous comme une œuvre d'art parce qu'il y a des couleurs chatoyantes, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à voir, c'est pour moi une sorte d'œuvre artistique ultime quelque part puisqu'il transcende le vivant, la mort, l'inerte, l'animé, puisqu'il y a pas mal d'éléments organiques qui sont rapportés aussi à cette sculpture. Donc ça a été un choc esthétique d'abord, un choc émotionnel très fort, et puis de comprendre que ces peuples, quelque part, eux, continuaient à avoir une relation avec l'au-delà, en densifiant, quelque part, en offrant une interface encore d'expression aux défunts par le biais de ces artefacts et de ce qu'on pourrait appeler, nous, en Occident, des œuvres d'art, qui n'en sont pas, bien évidemment. Alors c'est une passion qui est née chez moi de m'intéresser vraiment à ces arts premiers. Ça m'a amené bien sûr à devenir ethnobotaniste, à m'intéresser au chamanisme et aussi à collectionner quelques œuvres comme ça d'Océanie. En 2018, je rencontre un ami, enfin une personne qui est devenue un ami à un de mes stages sur la rétrocognition, la rétrocausalité, les synchronicités faisant bien les choses. Il est brocanteur spécialisé dans les arts premiers. Et donc, moi, je lui fais part que j'aimerais effectivement acquérir une statue d'une tribu qu'on appelle les Yatmoul, qui se trouve sur la région moyenne du fleuve Sepik, en Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc la partie orientale hein, de la Nouvelle-Guinée. Donc voilà, il me dit, tu sais, c'est super rare, il n'y en a quand même plus beaucoup. Voilà. Or, il me dit, j'en ai trouvé une, même pas 15 jours après. Je me dis, tiens, c'est quand même marrant. Et je dis, bah écoute, moi je la prends, ça m'intéresse, voilà, je suis preneur, voilà, je la veux. Donc il me l'apporte 6 mois après, au Festival des Arts Visionnaires Chiméria, parce qu'avant on n'a pas pu se voir. Il me l'apporte et là je suis fasciné, je la trouve extraordinaire. Et je la pose, voilà, chez moi, et je le trouve magnifique, voilà. Après ça n'engage que moi, bien sûr, hein, chacun ses goûts, mais moi je suis fasciné. Et puis je me pose des questions sur qui l'a fait, depuis quand elle date, tout ça, et tout. Je me pose tout un ensemble de questions que tout collectionneur potentiel se pose sur des œuvres et tout ça. Et puis la nuit, j'ai un rêve incroyable. La nuit, je fais un rêve incroyable où je vois la statue dans une sorte de musée avec de l'eau. Je sais relater dans ce souvenir de l'au-delà. Avec de l'eau où je vois tout un ensemble d'œuvres d'art comme ça qui ne sont pas exposées, mais qui sont comme dans des espèces de bulles de savon cristallines comme ça et qui continuent à émettre leur énergie, à émettre leurs intentions. Et cette statue va donc se mettre dans le rêve, à me donner des informations sur elle, sur la nature de pourquoi est-ce qu'elle avait été faite, comme un crâne de substitution, comme une tête de substitution à un ancêtre, pour continuer justement à s'exprimer, à dialoguer. Il me donne même des détails sur la façon
dont elle est faite et ce qu'il faut absolument conserver pour que l'interaction, cette relation continue à exister à travers l'artefact. Cette statue, la voici. J'ai décidé de vous la montrer. Voilà. C'est donc une statue Yatmoul de Nouvelle-Guinée. Et donc, après ce rêve, je me suis vraiment intéressé à cette culture beaucoup plus que je ne l'avais fait avant, et j'ai découvert, pareil, des informations que j'ai pu recouper par rapport à la culture de ces peuples. Alors, dans le rêve, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il me disait, en gros, cette statue, que si le blanc, ici, le kaolin, s'effaçait complètement, il a commencé à s'effacer un peu là-bas, dans les spirales, si le kaolin s'effaçait, et si surtout les coris disparaissaient, l'artefact n'aurait plus la possibilité d'être actif. Voilà. Et donc de pouvoir maintenir une relation de conscience à une autre conscience. C'est ce qui m'a été dit. Bon, alors après, je me suis dit, ok, c'est un rêve, tu as l'habitude, toi, en tant qu'ethnobotaniste, d'avoir accordé un savoir particulier, une attention particulière à tes rêves, mais je me suis dit, écoute, honnêtement, prends un peu de recul. Alors après, il s'est manifesté tout un ensemble de phénomènes dits paranormaux chez moi, très impressionnants, qui sont liés à cette statue. Des livres qui tombaient tout seuls de la bibliothèque, alors que physiquement et mécaniquement, ils étaient coincés entre des livres où il aurait fallu une action mécanique pour les sortir et les faire tomber, qui tombaient. Voilà. Je pouvais les entendre tomber, je pouvais constater qu'ils étaient tombés, mais je ne les voyais jamais tomber. Il y a eu des déplacements d'objets très, très importants, hein, des gros déplacements d'objets chez moi. Je pouvais les entendre avec fracas, vraiment des bruits très forts. Et je pouvais constater leur déplacement. Je n'ai jamais vu, en revanche, un seul livre tomber sous mes yeux ou une statue ou un autre objet bouger tout seul. Voilà. Je n'ai pas pu voir ça. Ce qui m'a donné, justement, comme information que quelque part, nos sens sont formatés. Le sens le plus formaté, c'est la vue. Chez nous, nous sommes des êtres visuels. Donc ce sens, il est très cadenassé, très verrouillé pour ce qui est de percevoir des phénomènes extraordinaires. Par contre, l'ouïe l'est moins. L'ouïe est beaucoup plus un sens qui est quelque part lié à la captation de l'environnement pour bien sûr survivre. Il y a une question de danger. Si vous n'entendez pas un camion qui passe, vous pouvez vous faire écraser ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant avec l'ouïe, j'ai remarqué que l'ouïe était un sens qui baignait toujours dans une espèce de bruit de fond continu comme ça. Le bruit des oiseaux qu'on entend peut-être là sur l'enregistrement. Enfin, il y a toujours tout un ensemble de bruits comme ça, une espèce de nappe. Et je pense que c'est justement ce sens qui est quelque part mappé qui permet de capter le surnaturel. Il y a des gens qui entendent des voix, des fois des sons de cloche, des bruits particuliers. L'odorat aussi, hein. On peut sentir des odeurs. Moi j'ai senti plusieurs fois à la proximité de la statue des odeurs de fleurs que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas présentes dans la maison, parce que je n'utilise jamais de déodorant ou de trucs comme ça dans une maison. Donc, nos sens, on va dire, qui sont les moins formatés, les moins liés à une attention constante, sont ceux qui sont capables de percevoir des phénomènes extraordinaires. Voilà ce que j'ai compris avec cette statue. J'essaie de vous la montrer un peu plus près. Voilà. Bon, elle est abîmée, bien sûr, elle est ancienne, hein, donc c'est normal qu'elle ait des... Voilà. En tout cas, c'était pour moi vraiment... cet artefact m'a beaucoup appris, beaucoup de choses, par rapport à nos sens, par rapport à notre perception, par rapport à notre capacité à concevoir. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, par rapport à un de mes défunts aujourd'hui, je ne vais pas aller déterrer le crâne de mes ancêtres, faire un crâne surmodelé, ou même sculpter dans du bois, voilà, ou faire l'équivalent d'un mannequin funéraire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Culturellement, c'est pas notre façon de faire, évidemment. Mais un rambaramp, un crâne surmodelé, c'est on récupère le crâne de l'ancêtre après décomposition, on va lui redonner une sorte de visage avec une pâte végétale. Il y a des équivalents dans notre société. Prenez un profil Facebook de quelqu'un qui est décédé. Il y a des photos de lui, il y a des moments de sa vie, il y a le souvenir de sa présence, de sa voix, des vidéos. C'est exactement ce qu'ont essayé de faire ces peuples mélanésiens d'Océanie. Sauf que nous, on le fait de façon technologique. Hein, nous avons
Nous avons cette capacité à faire ceci. Alors l'intérêt quand même d'avoir un objet dans l'espace plutôt qu'un profil ou quoi que ce soit, c'est quand même quelque part de densifier, d'être dans l'idée de densifier quelque chose. Alors peut-être, je ne sais pas, en termes d'expérientiel, peut-être est-il possible à des artistes de réaliser l'équivalent d'un rampe, l'équivalent d'une statue comme celle que je viens de vous montrer, pour avoir une interaction avec, avec un défunt, de continuer à avoir une relation. Parce que dans notre société, on nous parle de deuil. On dit qu'une fois que quelqu'un est mort, vite, il faut se débarrasser du cadavre, il faut se débarrasser du corps, et tout de suite refaire son deuil, et se dire, voilà, ça y est, c'est fini, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas de chose à faire. Ok, il y a des gens qui vivent très mal ça. Hein. Il y a des gens qui vivent mieux le deuil, ou leur relation à une perte d'un être cher, par le biais qu'il y a encore une continuité de relation. Hein, il y a quand même cette idée d'un continuum relationnel qui est encore là et qui permet d'avoir des échanges par les rêves. Quand on va avoir une demande, il y a des gens qui demandent d'avoir des signes, des synchronicités aussi. Les synchronicités, on sait, et ça, chez la plupart des peuples racines, on sait que les synchronicités sont également le moyen de communication des défunts vis-à-vis des vivants, et aussi des vivants par rapport aux défunts. On va demander à un moment d'avoir des signes, on a des signes. Dans les civilisations anciennes, par exemple, certains jeux de hasard étaient des moyens de communiquer avec les morts. Les premiers jeux d'échecs étaient des moyens de communiquer avec les morts. Il y a eu des jeux en Égypte ancienne qui étaient des jeux qui, on disait, étaient joués simultanément par les vivants et simultanément par les morts. Donc l'idée de hasard encore, où la conscience des vivants et la conscience des défunts continuent à être le support. C'est-à-dire que ces jeux de hasard, c'est un déterminisme, continue à être le support de cette intentionnalité des défunts et de l'au-delà. D'ailleurs, dans la plupart de ces cultures natives, comment se représentent-ils les esprits? Souvent sous la forme d'une vapeur, d'une brume, de quelque chose qui ressemble à de la fumée du tabac, me disait Ernesto. Pourquoi? Parce que quelque part, si on veut de l'au-delà se manifester dans la réalité physique, il va falloir utiliser des moyens qui sont des matières, on va dire, qui soient aléatoires. Or, la fumée, l'eau, les bruits de fond d'un enregistrement, les parasites, c'est-à-dire le rayonnement cosmologique fossile qu'on peut voir sur la télévision, c'est-à-dire la neige, tout cela sont des supports même qui ont été utilisés intuitivement par les ingénieurs aujourd'hui pour faire de la transcommunication. Donc il y a un lien. Ce qui est intéressant dans ce travail que j'ai inauguré dans ce souvenir de l'au-delà, c'est de voir comment justement les savoirs des peuples natifs, dans une idée de pluridisciplinarité, pouvaient justement avoir de la résonance avec des pratiques techniques, même technologiques, contemporaines, et voir comment, à un moment, on pouvait cerner le mieux possible cette réalité, à la fois par une perspective des peuples racines qui ont capté cette réalité par leur intuition, c'est-à-dire une intelligence intuitive, c'est-à-dire d'avoir été capté aussi par des outils, comme l'ayahuasca, comme les plantes de vision, comme certaines transes, comme la réalisation de certains artefacts, dont je viens de vous montrer tout à l'heure quelques exemples, et que je vais vous montrer encore après. Donc, à un moment, il y a cette idée d'un continuum global de relations, de conscience qu'il faut maintenir. Et c'est ce qui permet à un moment de percevoir des défunts. Mais est-ce qu'on est prêt à percevoir des défunts? C'est la grande question. Je conclus à un moment ce souvenir de l'au-delà par ces mots en disant, mais les expériences que moi j'ai eues avec mes artefacts m'ont montré que je pouvais capter l'information par le rêve, parce que quelque part le rêve, c'est un univers qui est à la fois psychique, à la fois physique, mais qui est quand même pas la réalité physique. Donc il y a quand même une acceptation de ma part. Par le rêve, je peux capter effectivement l'information des défunts. Et puis, cet artefact, par le son, m'a montré que je pouvais percevoir des phénomènes extraordinaires, des phénomènes de télékinésie et des intentions de la part de cet ancêtre à travers cette statue. Donc, mais jusqu'où on est prêt à aller? Est-ce que j'aurais été prêt à voir cet ancêtre, par exemple, se densifier et avoir en gros un papou de Nouvelle-Guinée apparaître dans le couloir allant à mon salon? Franchement, j'aurais été absolument terrorisé. J'aurais pris d'effroi, je pense que j'aurais super flippé. Et tout le monde.
Je veux dire, même si vous avez perdu un être cher, un parent, si vous voyez et que vous êtes tout seul à apparaître dans le canapé à côté de vous, je pense qu'à un moment, vous allez avoir une réaction qui est une réaction de peur. Cette réaction anticipée de peur fait qu'en fait, le phénomène ne se produit pas. Vous ne pouvez pas le percevoir. Il ne se produit pas. Donc, même si à un moment, le défunt pourrait être à côté de vous, vous ne pourriez pas le percevoir. Il y a un phénomène de verrouillage qui est lié à nos peurs. Voilà. Forcément, l'au-delà, c'est lié à la mort, et on a peur de la mort, on a peur de mourir. Donc forcément, il y a cette espèce de peur instinctive qui, quand même, majoritairement, dans toutes les cultures, même natives, fait que on entre en relation avec les défunts, mais c'est une relation dans laquelle on rentre de façon rituelle, et ensuite on referme le rituel pour refermer cette porte. Que les choses soient claires. Voilà. Voilà, j'ai tourné un peu la tête parce que ça a bougé un peu sur le côté. Voilà. Enfin bref, c'est chez moi, ça ne m'étonne pas. Alors j'aimerais revenir sur les artefacts d'Océanie, parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, en fait, pour revenir à ces histoires de perception sensorielle liées justement à l'artefact. Donc je vais revenir sur les fameux crânes surmodelés, dont la statue que je vous ai montrée avant est une alternative. C'est-à-dire que quand on ne pouvait pas récupérer le crâne du défunt, eh bien on sculptait ce qu'on appelle une tête de remplacement, un crâne de remplacement. C'est le cas de cette sculpture que je vous ai montrée avant, avec laquelle il s'est passé tous ces phénomènes dits paranormaux, poltergeist et compagnie. Donc, à l'époque, ces peuples de Nouvelle-Guinée s'affrontaient, effectivement, c'était des chasseurs de têtes. Il y a eu du cannibalisme aussi en Nouvelle-Guinée, c'est clair, avéré, de l'endocannibalisme, c'est-à-dire du cannibalisme funéraire, où on mangeait en fait le défunt aussi pour absorber son énergie, son information et quelque part permettre la continuité de la survie de son âme. C'est une croyance, je tiens à vous le dire, on n'est pas obligé du tout d'adhérer à ça, et d'ailleurs heureusement. Mais c'est vrai que ça a horrifié les missionnaires quand ils sont arrivés à la fin du 19e siècle en Nouvelle-Guinée, au début du 20e, qu'ils ont vu, par exemple, les tribus Asmat, dont on va parler après, dont on voit un magnifique bouclier derrière moi. Les tribus Asmat portaient autour du cou souvent le crâne d'un de leurs ancêtres, le crâne d'un grand-père par exemple. Et ça a horrifié les missionnaires, c'est complètement fou, et ça horrifierait n'importe lequel de nous tous, normalement constitués, on va dire. On ne s'imagine pas avoir le crâne d'un de nos défunts autour du cou. Et surtout, on ne comprenait pas pourquoi ils faisaient ça. Donc certains dormaient, on a vu, il y a des documents ethnographiques où on voit par exemple un Asmat dormir sur le crâne de son grand-père, par exemple. Il y a quand même des oreillers qui sont un petit peu plus confortables qu'un crâne, quand même. En fait, c'est parce que ces papous, ces Asmat disaient, mais nous, on entend le murmure des crânes, c'est-à-dire qu'ils nous parlent, continuent à nous parler les ancêtres. Et récemment, j'ai vu une émission sur Netflix qui avait été faite justement très récemment chez les Huli, qui est un peuple du centre de la Nouvelle-Guinée, où justement il y a ce qu'on appelle des gardiens des crânes. C'est-à-dire qu'il y a des reliquaires où sont posés les crânes et quelques fémurs, les ossements qu'ils ont pu récupérer après décomposition. Ils les ont peints, ils les ont un petit peu surmodelés. Et ces gardiens des crânes disent qu'eux, ils continuent à entendre la voix des ancêtres leur parler dans leur tête. C'est clair. Alors, tout cela, bien sûr, les anthropologues, ils se sont dit, bon, bah oui, c'est de la légende, c'est du mythe, c'est des croyances, c'est ceci, c'est cela. Mais non, pour ces gens, c'est une expérientielle. C'est une expérience. Quand à un moment, ils vous disent, le défunt là, qui est là, sous forme de crâne, il vient de me dire bienvenue à l'étranger, vous lui direz ceci, vous lui direz cela, il ne l'invente pas, il entend une voix dans sa tête. Alors, il y a un seul chercheur qui s'est intéressé à ça de façon, on va dire, juste, à mon sens, qui a vraiment fait un vrai travail. C'était un neurologue très hétéroclite, très pluridisciplinaire, qui s'appelle Julian Jaynes, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait un travail très important dès les années 60, où il a mélangé sous des focales différentes. Il s'est intéressé à ce phénomène justement d'entendre des voix par la psychologie, par la schizophrénie. Il s'est intéressé à l'archéologie, il s'est intéressé à l'étude aussi des grands textes comme l'Iliade d'Homère, enfin tout un ensemble de textes pour montrer en fait que ces peuples anciens avaient développé ce qu'il appelle l'esprit bicaméral, c'est-à-dire qu'ils entendaient la voix des ancêtres défunts
dans leur tête, voilà, ou à proximité de leur tête, comme des voix quand même perçues malgré tout par l'ouïe. Et donc que même si un dieu ou un roi était décédé, il continuait à parler à ses souverains par le biais justement de ce médium. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aurait réalisé les premiers grands artefacts, les sculptures de rois, les sculptures, même en Égypte ancienne, on aurait créé toutes ces statuaires incroyables pour donner encore quelque part un support à la vie de ces statues, à la vie de ces esprits, de ces défunts qui sont dans l'au-delà, mais qui peuvent quand même communiquer avec leurs descendants. Alors il a écrit un livre voilà, qui s'appelle La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit. Je ne sais pas si c'est bien visible, peut-être ici comme ça, voilà. Ce bouquin n'existe plus, je crois, en version papier, mais on peut le trouver en Kindle. Il a été réédité. C'était édité aux Presses universitaires de France. C'est un gros pavé, très très intéressant, hein, où on apprend vraiment des choses incroyables sur ce sujet et que je vous recommande vraiment vivement. Tout ça pour dire que, quelque part, quand on va commencer à redonner de l'importance, une présence à ces objets, qui sont censés être le défunt, puisqu'on est dans une notion de présentialisme, on n'est pas dans un art de la représentation, on est dans la représentation de... On est dans, je veux dire, dans la réalisation de l'art-présence. C'est-à-dire qu'on ne représente pas, hein, on présensifie vraiment une présence, un être, une entité. J'avais découvert ça avec Pablo Maringo en Amazonie, j'ai passé plusieurs mois à travailler sur son œuvre graphique. Il a été l'un des premiers peintres chamans à peindre le monde des visions de l'ayahuasca et ainsi à faire connaître aux Occidentaux qui n'avaient pas pris les plantes de vision, l'univers et les concepts justement de ces univers visionnaires. Et puis à un moment, moi je voyais, il avait dessiné de très beaux esprits qu'on appelle les Suruminas, et je lui dis, waouh, tu les as vraiment très bien représentés. Et lui il me regarde et il me dit, je ne les ai pas représentés. Ils sont présents dans ma toile, ils sont présents dans mes peintures. Il dit, quand je peins, je chante l'Icaros, donc l'énergie, l'information de tel esprit, de telle plante. Et ce faisant, lorsque je peins en chantant, en sifflant mes Icaros, je mets dans la toile l'énergie, l'information de l'esprit. Donc il me disait, mes peintures représentent des esprits des plantes, réellement. Donc Pablo Maringo me disait, mais en fait, je ne représente pas le monde des esprits, je le densifie, je lui donne de la matière, je lui donne un support. Voilà. Et mes toiles contiennent des esprits, contiennent leur énergie curative, leur énergie de médecine. Voilà, donc j'ai pris conscience de la présence à ce moment-là, et s'il était un paradigme complètement différent, parce que quand on est habitué en art à penser les œuvres d'art comme des représentations de quelque chose et pas comme une présence, forcément, ça change complètement la perception qu'on peut avoir d'une œuvre d'art. C'est le même phénomène qu'on a avec ces artefacts, ils sont là pour présensifier un défunt, pour présensifier un esprit, une entité, et pas du tout là pour juste faire beau. Les peuples de Mélanésie sont certainement les peuples qui ont développé le plus d'œuvres artistiques, on va dire, de courants artistiques, de statuaires, de réalisation d'artefacts, mais ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont vraiment des outils qui permettent de faire le lien avec l'au-delà et l'ici-bas. Je pense que notre société devrait retrouver cette démarche. Je pense que les artistes devraient être les investigateurs de cette démarche. Parce que les artistes sont capables de produire eux aussi des œuvres d'art qui seront présentielles, qui seront capables de redensifier ces esprits. Et là, j'invite vraiment les artistes qui verront cette vidéo à réfléchir, à travailler dans cette dynamique. Parce que je pense que vraiment, on a quelque chose là qui pourrait nous permettre de récupérer une communication beaucoup plus claire avec l'au-delà. On peut imaginer un artiste qui créerait des mobiles qui seraient actionnés par le hasard, par des courants d'air, par des choses comme ça. Et ces mobiles pourraient justement être le support de certaines intentionnalités qu'une personne pourrait poser à un défunt. On peut imaginer tout un ensemble de dispositifs comme ça, utilisant le hasard, utilisant la présence, donc de présensifier, comme le faisaient les Rambaram, comme le fait la sculpture que je vous ai montrée avant, tout un ensemble de dispositifs qui seraient susceptibles de présensifier le défunt, ou une communauté de défunts pour en avoir des informations. Voilà. De les consteller quelque part. Voilà. Ça me paraît vraiment être le terme très judicieux. Alors quelque part, les moyens qui ont été mis en place aujourd'hui par
des ingénieurs, amateurs ou professionnels dans le phénomène de transcommunication font appel à l'indéterminisme. Hein. Dans les années 80, il y avait des gens qui filmaient les parasites, la neige sur la télévision. Hein, et par des effets de feedback, à essayer de voir si on arrivait à dégager des visages. Il y a des visages incroyables qui sont apparus avec cette technique. On a des gens aujourd'hui qui font ça aussi sur de la fumée. Hein, il y a l'IFRES, je crois, fait ça avec un petit jet de fumée, filme de la fumée éclairée avec de la lumière, et c'est aléatoire de la fumée, bien sûr, peut être le support de l'intentionnalité d'un défunt, et donc de se densifier, de se manifester. Il y a aussi des gens qui font ça avec de l'eau, qui vont filmer les tourbillons aléatoires de l'eau. Et il y a des gens qui ont fait ça avec des bandes sonores, qui ont enregistré des bruits de fond. Hein, ça c'était même les prémices de la transcommunication. Je pense qu'il manque un élément important à ces techniques qui font intervenir l'indéterminisme, le chaos, le hasard. Ce qui me manque à moi, à mon sens, hein, c'est la présence. On voit par exemple avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé des algorithmes, des petits robots, des choses comme ça. Ceux avec qui on entre le plus en interaction sont ceux qui sont bien sûr humanoïdes. Ceux qui sont plus humanoïdes suscitent notre intérêt, suscitent la relation, ont plus de facilité, on va dire, à créer la relation. Il me semble que c'est ce qui manque à la transcommunication. Nous avons besoin d'un support qui soit à la fois récepteur et quelque part être le support de l'intentionnalité d'un défunt via des systèmes à déterminisme, des matières à déterminisme, de la fumée, de l'eau, du chaos, de l'aléatoire. Mais on a besoin aussi d'une présensification en lien avec ce défunt. Voilà. Donc ça peut être peut-être une photographie associée à proximité d'un dispositif, ça peut être une statue, ça peut être un mobile, ça peut être une structure qui, de façon abstraite, va le présensifier, ça peut être tout un ensemble de choses. Et là, j'en appelle encore aux artistes, hein, aux inventeurs, aux gens de faire user leur imagination pour créer ces dispositifs. Parce qu'on voit les résultats qu'on a eus avec des robots qui avaient apparence humaine, au niveau de créer la relation, et là, on a besoin de recréer de la relation à nouveau. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle pourrait quasiment nous inspirer pour une nouvelle communication ou transcommunication avec l'au-delà. Parce que on a besoin, c'est ce qu'on a essayé de montrer avec Jocelyn dans le livre, se souvenir de l'au-delà, c'est qu'à un moment, on a besoin vraiment d'améliorer cette communication. Sur la ligne, je dirais presque qu'il y a de la friture, mais la communication n'est pas bonne. Les réponses, des fois, sont étonnantes, à côté, bien souvent, du questionnement du sujet. On dirait qu'il y a un effet c'est pas très audible, en fait. Voilà. Donc j'essaye là, avec ces focales différentes, issues de différentes cultures, différentes traditions, peut-être d'amener du nouveau à la transcommunication, c'est-à-dire de l'associer à la notion de présensification du défunt qu'on veut contacter. Voilà, ça me paraît important. Le but d'avoir écrit ce souvenir de l'au-delà, c'est vraiment d'essayer de proposer des nouvelles expériences, des nouvelles expérimentations, de suggérer un nouveau champ de recherche. Investir le néant. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour un matérialiste ou autre, la mort, c'est le néant. Eh ben, c'est à nous de l'investir. On a fait pareil avec ce souvenir du futur. Dans ce souvenir du futur, moi, au départ, je me disais, le futur, ça n'existe pas. Et puis, avec les processus de création de synchronicité volontaire, les processus de bouclage temporel, de cognitif qu'on a créé avec la rétrocognition, qu'on a étudié aussi dans le remote viewing, on en parlera dans d'autres émissions. À un moment, tous ces phénomènes, toutes ces techniques, ils ont permis d'investir le néant qui était le futur, puisque le futur n'existait pas. Eh bien, il en va de même pour l'au-delà. Je pense qu'il faut qu'on soit capable vraiment d'investir ce néant avec des outils. Et ces outils, c'est ceux-ci que je vais essayer de vous suggérer de réaliser et de construire. Voilà, ça c'est important. Il y a une autre région de la Nouvelle-Guinée qui fait appel aussi à la synchronicité et aussi au présentiel, comme ça. C'est un autre exemple que je donne encore là. Il y a une île à côté, à l'est aussi de la Nouvelle-Guinée, qu'on appelle, qui s'appelle la Nouvelle-Irlande. Voilà, la Nouvelle-Irlande. Là-bas, il y a des peuples papous aussi, d'origine papoue, qui ont un culte qu'on appelle le culte du Malagan. Ce sont un ensemble de cultes autour de rituels funéraires qui peuvent durer, s'étaler des périodes de deuil sur plusieurs décennies. Et à un moment, le sculpteur chaman reçoit en rêve, donc par le biais de l'onirisme, va recevoir en rêve l'image, quelque part, à associer du défunt.
Alors c'est pas une image forcément du défunt lui-même. On sait qu'il est présensifié dans cette image, et là c'est intéressant pour les artistes, je vous donne un exemple, c'est que cette sculpture, elle évoque plutôt tout un ensemble de choses qui se retrouvent dans l'environnement de ces peuples. C'est-à-dire des poissons qu'on peut trouver sur le rivage côtier, des animaux qu'on peut trouver dans les frondaisons des arbres, des oiseaux, des espèces de reptiles, tout un ensemble, on va dire, d'espèces qui sont diffus dans l'environnement. Et c'est par ces espèces diffuses condensées dans cette œuvre que va être présensifié le défunt. Et comment ça se passe une fois que cette œuvre elle est révélée au public, qu'elle est montrée? Eh bien, par synchronicité, on va observer dans la nature si les êtres qui sont dans la sculpture se manifestent plus que les autres de façon significative sous forme de synchronicité. Et à ce moment-là, on dit, ben voilà, effectivement, le défunt agit de l'au-delà sur la réalité en créant des micro-événements comme ça, en utilisant les éléments qui, dans la nature, existent vraiment, mais qui sont constitutifs de sa sculpture, de sa représentation. Et qu'en plus, il est censé avoir donné en rêve au sculpteur. Voilà, encore des boucles, dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles de rétrocausalité. Alors j'aimerais aussi vous montrer deux œuvres de la population des Asmat, de l'Irian Jaya, donc de Nouvelle-Guinée, mais cette fois-ci partie occidentale. Les Asmat, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, est un peuple qui est vraiment fasciné par leur relation avec l'au-delà. Donc toute leur statuaire est basée sur cette idée de continuum de conscience, de continuité, on va dire. Donc ils représentent souvent les ancêtres, leurs descendants, les morts, les vivants. Alors voici deux types de sculptures. La première, celle-ci, qui évoque un concept très important chez eux, qui est celui de la vie et de la mort. Vous avez donc deux personnages, voilà, je vais reculer un peu pour donner du champ, vous avez deux personnages qui sont sculptés, véritablement de façon parfaitement symétrique. Un qui est vivant, qui est en haut bien sûr, et qui représente le descendant, et son ancêtre en bas qui est mort. Mais cette image s'applique également pour ce qui est de percevoir la relation d'un vivant et d'un mort, vivant et des morts. C'est-à-dire que ce que suggèrent les Asmat, c'est que le monde de l'au-delà serait un monde inversé, c'est-à-dire un anti-monde. Voilà, un anti-monde, un monde inversé, une sorte d'univers gémellaire où tout serait opposé. Il y a cette histoire dans une autre région du monde, en Afrique, d'une femme zoulou qui un jour, à qui un missionnaire posait la question de savoir quelle différence il y avait pour eux entre l'au-delà et l'ici-bas. Elle a montré sa main comme ça, elle a montré donc cette partie, c'est l'ici-bas, elle a retourné sa main pour montrer le dessous et dire ça c'est l'au-delà. Donc il y a l'idée d'un endroit et d'un envers qui est très important à comprendre dans ces cultures et qu'on retrouve également chez les Asmat, avec l'idée justement de ces personnages qui sont... ces sculptures sont magnifiques, vous voyez, c'est vraiment comme de la dentelle, et qui montrent vraiment cette bipolarité, on va dire, de la vie, de la mort, de cette polarité, vraiment, avec... alors qu'on observe en physique, avec la matière, l'antimatière. D'ailleurs, c'est drôle, puisque ces temps-ci, il y a eu cette espèce de rumeur sur les médias d'un univers parallèle découvert en Antarctique avec des rayonnements qui semblaient sortir forcément de nulle part et donc d'un ailleurs. C'est pas l'hypothèse pour l'instant qu'on privilégie en termes de physique, mais ça pourrait être une éventualité. Alors ça fait penser effectivement ces êtres gémellaires opposés, nous rappelle aussi le modèle d'univers de Janus, de Jean-Pierre Petit, l'astrophysicien Jean-Pierre Petit. En tout cas, il semblerait que concernant l'au-delà, les peuples Asmat aient eu cette intuition de représenter l'au-delà de cette manière. Je vais vous montrer maintenant la deuxième sculpture qui est encore plus évocatrice, parce qu'en plus, là, celle-ci suggère une dynamique, et justement ce glissement d'un monde vers un anti-monde, mais dans une idée de continuité, de continuum de conscience. Alors la deuxième sculpture que je vais vous montrer par rapport à cette thématique, donc c'est une statue aussi issue de la culture Asmat. Alors, la culture Asmat, c'est une culture qui vit dans l'ancienne Irian Jaya. Ils ont l'un des milieux d'habitation les plus hostiles au monde, puisque c'est une
C'est une terre extrêmement difficile pour vivre. C'est une sorte de gigantesque marécage avec des mangroves où il y a des crocodiles marins. Enfin, c'est infesté de moustiques. C'est l'un des territoires au monde les plus hostiles de la planète. Voilà. Donc, d'où cette omniprésence chez ces peuples du lien entre la vie et la mort. Hein, ça a vraiment beaucoup influencé leurs préoccupations. Voilà, et aussi la façon de présensifier tout ça à travers l'art. Alors là, on a la même idée hein, de la sculpture d'avant, c'est-à-dire qu'on a deux personnages, un en haut, un en bas. On est sur une opposition également des opposés, puisque en haut, on a un homme et en bas une femme. On a aussi un être vivant, un être décédé, donc on peut imaginer ici la mère de ce personnage masculin qui est au-dessus. Et puis il y a l'idée, je ne sais pas si on le voit bien ici, d'une torsion. Voilà, il y a aussi une inversion sur l'avant et l'arrière, et bien sûr du haut et du bas. Alors c'est intéressant parce que ça montre bien l'idée d'un glissement. Hein. Chez la plupart de ces peuples, il y a l'idée d'un glissement et d'une continuité de la conscience au moment de la mort, c'est-à-dire qu'on glisse de la vie vers la mort. Ça pourrait être lié à l'eau, hein, dans leurs croyances aussi. Et notamment, ça suggère aussi un lien avec le rêve. C'est-à-dire que l'état de rêve serait déjà, quelque part, un état qui emmène dans l'au-delà. Un état dans lequel on peut déjà rencontrer des défunts. Et donc, quelque part, peut-être que ce qui nous effraie le plus dans notre vie, c'est-à-dire le moment de mourir, peut-être que c'est quelque chose de banal qu'on fait tous les soirs en s'endormant. Voilà, et en allant dans le monde du rêve. En tout cas, c'est ce que nous disent en gros tous ces peuples premiers, tous ces peuples natifs, racines. Voilà, donc cette œuvre, j'essaie de vous la montrer, là. C'est pas toujours facile. Voilà. Voilà. C'est le moment de conclure cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. Alors en guise de conclusion, je préfère aller vers l'ouverture. J'aimerais encore au niveau de l'expérientiel que vous soyez imaginatif, novateur, c'est-à-dire essayer d'imaginer, je parle aux gens qui font par exemple de la transcommunication instrumentale, essayer de s'inspirer de ce que j'ai rencontré par rapport à mes recherches sur la rétrocausalité, sur les supports, on va dire, que peuvent utiliser les esprits pour se manifester dans la réalité physique. C'est-à-dire tout ce qui est aléatoire, hein, nous l'avons vu tout à l'heure. J'en appelle aussi aux artistes hein, pour symboliquement redonner de la présence aux défunts quand c'est nécessaire, que ce soit par un objet symbolique, que ce soit par un dispositif qui soit en interaction avec le hasard, pour justement à un moment allier les deux, c'est-à-dire un déterminisme et présentation, on va dire, présence, on va dire, du défunt d'une manière symbolisée dans l'espace, de manière à consteller à nouveau la relation et de pouvoir établir une forme de communication. Voilà, j'espère que cette émission vous aura donné des pistes de réflexion et je vous retrouve pour d'autres émissions sur d'autres thématiques. Merci, à bientôt.